Le Cercle national des producteurs de café-cacao est satisfait de la réforme entreprise par le gouvernement pour assainir la filière. En revanche, le CNPCC s'insurge contre les subventions financières que l'État alloue depuis plus de 20 ans aux industries qui transforment ces produits. Pour le Cercle national des producteurs de café-cacao, ces subventions qui s'élèvent à environ 40 milliards de francs CFA par an peuvent servir à des investissements en faveur du monde paysan. Nous disons qu'on peut prendre cet argent-là pour mieux repartir. C'est-à-dire construire les salles de classe, ça bénéficie à tout le monde. Construire des salles de santé, des centres de santé, ça bénéficie à tout le monde. Construire des routes, ça bénéficie à tout le monde. Nous ne disons pas qu'il faut mettre l'argent à la disposition d'une telle ou telle association. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que l'État même peut prendre cet argent pour mieux travailler et améliorer les conditions de vie du paysan. La conférence de presse du CNPCC a également permis d'aborder la question de l'identification des planteurs et de leur plantation. Entamée depuis 2004, les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Le CNPCC souhaite la reprise de cette opération d'identification qui aboutira à l'élaboration de la cartographie du monde paysan. Cet outil permettra de mieux appréhender les actions d'aide en faveur des producteurs de café-cacao. 6 jeunes, mais déjà très engagés dans leur secteur d'activité. Ces jeunes pépiniéristes donnent de l'espoir à l'éviaculture en Côte d'Ivoire. Leur mérite, ils se sont engagés depuis quelques années à Bengourou, leur département d'origine, dans la réalisation de pépinières pour la création de plantations d'EVA. 2007, j'ai commencé tout petit ici. J'ai installé une petite pépinière de 500 plants. Et aujourd'hui, je suis à 1 800 000 plants. C'est l'année passée que moi j'ai commencé. J'ai fait 35 000 plants. Et cette année, j'ai fait 150 000. Ceux qui veulent planter, en tout cas, ils n'ont qu'à se lancer dedans. L'activité, comme on le voit, nourrit son homme. Elle permet également à la Promac, à travers le Fonds de développement EVA FDH, promoteur de l'éviaculture ivoirienne, de rassurer les planteurs anciens comme nouveaux sur la disponibilité des plants pour la campagne 2012 à venir. Le travail observé est appréciable pour les quantités et la qualité. Je tire de cette tournée une grande satisfaction à partir de la qualité que nous observons au niveau du travail fait par les jeunes pépiniéristes qui sont installés depuis quelque temps. Déjà, nous savons qu'il y a près de 57 000 hectares de demandes. Et par rapport à cela, nous sommes en train de prendre les dispositions avec les pépiniéristes pour leur permettre d'augmenter leur capacité de production. En Côte d'Ivoire, premier producteur d'EVA en Afrique, l'on dénombre environ 70 000 éviaculteurs repartis sur 240 000 hectares cultivés. L'objectif est d'atteindre 400 000 hectares d'ici à l'an 2020. Cette année 2012, le Fonds de développement EVA FDH annonce 15 000 hectares de semences disponibles chez les pépiniéristes certifiés. La collecte et le ramassage d'ordures ménagères, le dédouanement et l'immatriculation des véhicules, l'édition des permis de conduire, la téléphonie mobile, mais surtout l'amélioration des procédures d'importation de véhicules, tels sont les domaines d'activité dans lesquels l'homme d'affaires Niamounté Kouao a investi malgré les années de crise traversées par la Côte d'Ivoire. Ces actions génératrices de devises et d'emplois en cette période sensible lui valent le prix spécial du meilleur promoteur des œuvres de développement de Côte d'Ivoire 2011-2012. Il faut suivre la politique du président de la République qui est basée sur l'investissement privé. La Côte d'Ivoire a choisi le capitalisme et je pense que le capitalisme veut dire investissement des individus. Cet investissement est encouragé et je lance un appel à tous ceux qui veulent se lancer dans l'investissement privé pour aider le développement de la Côte d'Ivoire, pour aider le développement même de l'Afrique. Le prix qui encourage l'excellence et les initiatives de soutien au développement de la Côte d'Ivoire est à sa 12e édition. L'initiative est d'un groupe d'hommes et de femmes des médias qui ont décidé de célébrer les modèles locaux. Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Charles Kofi Dibi, actuel ministre de l'économie et des finances, ou encore la première dame Dominique Ouattara, figurent au nombre des personnalités déjà primées.
Échanger leur expertise et renforcer les réformes au niveau de l'administration publique, l'objectif du ministre de la fonction publique ivoirien, Niamien Konan, et son homologue du Bénin. Il ne peut pas avoir de développement sans réforme administrative. Et c'est dans ce cadre-là qu'il s'est rendu ici pour s'inspirer de nos expériences et surtout se rendre à ce rendez-vous-là, de donner et de recevoir la coopération sud-sud. Les questions de réforme se voient de façon globale et que personne ne le voit par rapport à lui, mais par rapport à l'ensemble du système, que ce soit national, que ce soit par rapport à la sous-région. Ils entendent créer un pôle de compétences dans l'administration en public. Les deux hommes comptent aussi innover pour rattraper le retard en s'appuyant sur des outils modernes. La lutte contre la corruption dans le milieu du travail, l'amélioration des conditions de carrière et la promotion du mérite ont aussi été évoqués. Niamien Konan et Martial Souton ont signé un protocole d'accord pour la mise en œuvre des réformes engagées. Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, au centre-ville, la place de la paix. On peut voir les statues, symboles de la lutte de la libération menée en 1949 par les femmes, ces dernières décidées à délivrer des griffes du colon leurs époux, des compagnons de Félix Houphouët-Boigny retenus prisonniers, ont franchi le 24 décembre 1949 ce pont baptisé le pont de la Victoire. Il donne accès au quartier résidentiel, au commerce et à la zone administrative où sont détenus leurs compagnons. De l'autre côté du pont, construit en 1928, se trouve la ville historique de Grand Bassam, la cité originelle, candidate à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un site chargé d'histoire que raconte bien cet homme, correspondant de presse et guide touristique à Grand Bassam. C'est le premier bâtiment qui a abrité la chambre de commerce donc en 1908. Et ensuite, il a été, après son transfert à Abidjan, il a été transformé en trésor. Et puis après, ça a été transformé en commissariat de police et ensuite en logement pour les professeurs. Alors c'est en 1982, lorsque Bassam a été érigé en diocèse, que ce bâtiment a été transformé en évêché. L'histoire de l'église de Côte d'Ivoire va donc éclore ici, mais aussi celle de l'administration et du commerce à travers les nombreux comptoirs, le palais du gouverneur Louis-Gustave Binger, devenu musée national du costume en 1981, le palais de justice, les monuments et les arbres centenaires du quartier France. Tout pour faire de Grand Bassam un patrimoine reconnu au niveau mondial. Il y a eu une première tentative, soldée hélas par un échec. Il y avait une ombre au tableau. L'oubli du village Nzima, quartier historique des autochtones appelés à l'époque les indigènes. Le tort est réparé depuis. Les autorités aujourd'hui croisent les doigts et tournent le regard vers Saint-Pétersbourg en Russie, où seront désignés du 24 juin au 6 juillet prochain les nouveaux entrants au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'environnement économique dans lequel évoluent les journalistes est très morose. Et donc nous irons bientôt aux États généraux de la presse avec un programme que nous avons conçu. Tous les journalistes savent de quoi il est question. Et donc nous attendons que l'ouverture des États généraux de la presse. Nous avons également le défi de l'union et de la solidarité à mettre en œuvre. Vous savez qu'en ce qui concerne la presse ivoirienne, nous avons beaucoup de journalistes qui sont en exil, nous avons des journalistes qui ont les salaires qui sont encore bloqués. Et je pense que nous c'est notre devoir d'aller vers ces journalistes qui ont peut-être peur, qui ont envie de revenir certainement, mais nous devons les rassurer. C'est pour cela que nous avons mis en place un staff bien étoffé, avec des personnalités de confiance. Je pense que nous pourrons relever ce défi. Également, il y a l'union. Vous savez que les journalistes sont un peu divisés depuis quelques années. Je pense que nous avons commencé les négociations avant la campagne. Nous allons mettre en œuvre ce que nous nous sommes dit. Nous allons demander à tout le monde de se mettre ensemble, parce que c'est ensemble que nous sommes forts. Quelques journaux de Bamako ont annoncé la fusion des Touaregs et des islamistes qui occupent le nord du pays. La nouvelle n'a suscité aucune émotion particulière dans les rues de la capitale. Aucune marche de protestation n'a été signalée. Mais de nombreux Maliens s'accordent sur une chose. Le pays devra désormais combattre un seul et même ennemi.
je ne vais pas minimiser cette unification, mais disons quand même que qu'il y ait unification ou pas, c'est deux groupes quand même opposés, en tout cas à l'autorité centrale du Mali. Et à ce titre, le Mali doit engager toutes les actions pour les éradiquer. Parce que c'est deux groupes hors la loi. La conclusion d'un protocole d'accord signé samedi entre la rébellion Touareg du MNLA, qui affichait jusque-là une idéologie laïque, et le groupe islamiste en Sardine, qui prône l'imposition de la charia, marque un véritable tournant. Les deux mouvements sont désormais sur la même longueur d'onde. Ils ont mis en place un conseil transitoire de l'État islamique de l'Azawad, l'immense région septentrionale qui couvre près des 2/3 du pays et qui échappe totalement au contrôle du pouvoir central. Il y a des supposées querelles, il y a des supposées retrouvailles, il y a des supposées réconciliations. Ce n'est pas notre affaire. Ça ne nous divertit pas de l'essentiel, qui est encore une fois la récupération de plus de 2/3 de nos territoires nationaux. En attendant de connaître les détails de cette fusion qui consacre la position dominante des islamistes dans le nord, la médiation ouest-africaine estime que cette nouvelle dynamique devrait faciliter la tâche aux négociateurs mandatés par la CEDEAO. Boulevard Arap Moi, au cœur de Nairobi. Une explosion suivie d'un incendie a ravagé en milieu de matinée un petit centre commercial très fréquenté. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre qui a fait une trentaine de blessés. Dans un premier temps, la police a écarté la thèse de l'attentat, privilégiant celle de l'accident. Pour sa part, le Premier ministre a dénoncé un acte terroriste. La capitale kenyane a été ces derniers mois la cible de plusieurs attaques à la grenade revendiquées par des islamistes somaliens. Le jury du 65e Festival de Cannes a rendu son verdict. Le réalisateur autrichien Michael Haneke remporte à 70 ans la Palme d'Or pour son film Amour. Beaucoup d'émotions dans ce long métrage qui retrace l'histoire d'un mari attentionné accompagnant son épouse vers la mort. Mais c'est quoi mon image? Tu es un monstre parfois. C'est la deuxième Palme d'Or décernée par le jury du Festival de Cannes au cinéaste après le Ruban blanc en 2009.